ont accumulé aujourd'hui pratiquement une soixantaine d'années de frustration. Et ces frustrations sont légitimes et réelles. Et ces frustrations sont en train de toucher tous les secteurs de notre pays. Depuis la chefferie traditionnelle, le foncier, l'économie, l'éducation, les droits de l'homme, tous les secteurs sont gangrénés aujourd'hui. Les gens sont frustrés de partout. Et on n'a pas besoin de faire un micro-trottoir pour réaliser que partout les Togolais sont aujourd'hui, ils sont des gens frustrés. Et donc, cette frustration qui grandit dans le pays, elle va aboutir forcément à quelque chose. Parce que ceux qui sont en face, ceux qui ont la responsabilité de gouverner le pays, ils sont devenus tellement autistes qu'ils n'écoutent personne. Ils se disent dans leur tête que tant qu'on a l'armée, tant qu'on a l'argent, tant qu'on a le pouvoir, tant qu'on peut acheter les gens, on peut continuer par écraser, arrêter, torturer, emprisonner les gens. Mais il arrivera un moment, et c'est peut-être bientôt, où l'emprisonnement ne fera pas reculer les gens, les arrestations ne feront pas reculer les gens, la torture ne fera pas reculer les gens, et les assassinats ne feront pas reculer les gens, l'exil ne fera pas reculer les gens, parce que en fait, les gens ont déjà tout perdu et ils n'ont plus rien à perdre. Ce moment-là aussi va arriver. Aujourd'hui, vous voyez que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, qui ne se mêlaient pas à la chose publique, je ne parle pas de la politique, mais à la chose publique, prennent de plus en plus la parole pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils vivent dans le pays. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'ère du numérique où les jeunes, les enfants, les jeunes, la jeunesse a des éléments de comparaison. Quand on fait quelque chose de bien au Bénin aujourd'hui, les jeunes le voient sur les réseaux sociaux, ils le voient sur TikTok. Ils se disent, mais pourquoi pas chez nous? Quand on fait quelque chose de bien aujourd'hui au Ghana, les jeunes ont les éléments de comparaison. Ils se disent, mais pourquoi pas chez nous? Pourquoi chez nous, on nous prive de tout ça? Quand les jeunes voient quelque chose qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils se disent, mais pourquoi on ne fait pas la même chose chez nous? Quand ils en voient au Burkina, ils disent, pourquoi on ne fait pas la même chose chez nous? Et donc, ces éléments de comparaison que les jeunes ont aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, constituent aussi un vecteur de prise de conscience. Donc, il y a de plus en plus de jeunes qui se disent, mais le pays ne peut pas être comme ça. Mais ceux qui gouvernent le Togo, ils pensent que nous sommes toujours dans les années 70, ils pensent que nous sommes toujours dans les années 80, ils pensent que nous sommes toujours dans les années 90, où ils vont continuer par utiliser la répression, la brutalité, l'emprisonnement pour faire taire le peuple. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, notre rôle en tant que leader d'opinion, en tant que journaliste, en tant qu'activiste, en tant que je ne sais quoi, c'est de guillonner la conscience des Togolais, c'est de déverrouiller la peur qui s'est encastrée dans le cerveau des Togolais pour leur dire, vous ne pouvez pas continuer par subir, vous ne pouvez pas continuer par rester là sans rien faire. Un jour, il faudra quand même que vous preniez vos responsabilités. C'est pour ça que nous devons parler à toutes les couches de la société. Nous devons parler aux universitaires, on doit parler aux étudiants, on doit parler aux militaires, on doit parler au secteur économique, on doit parler aux entrepreneurs, on doit parler à la diaspora, on doit parler pour que, à la fin, on atteigne une masse critique qui puisse permettre au peuple, à un moment donné, de prendre ses responsabilités. Et c'est ce travail-là que nous faisons c'est ce travail-là que nous faisons en nous servant des outils de communication qui sont aujourd'hui à notre disposition, à savoir l'Internet et les réseaux sociaux. Et donc, c'est ce travail-là qu'il faut continuer par intensifier et tôt ou tard, ça finira par prendre. Donc voilà ma petite contribution à ce débat. Robinson, tu sais qu'aujourd'hui, je dois préparer le live de demain. Donc, je suis passé flash. J'ai donné une petite contribution et je pense que je vais retourner à mes fiches de préparation de l'émission de demain pour ne pas pour ne pas faire n'importe quoi demain. Donc voilà ma petite contribution et beaucoup de courage à tous ceux qui sont sur le panel et voilà. Et je pense que pour terminer, une fois qu'on a évacué le sujet des élections, il faut l'oublier totalement. Il faut même plus
en faire allusion. Les élections, on a suffisamment fait de la pédagogie, on a expliqué. Il revient à chacun d'avoir son appréciation. Et donc, voilà quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ta participation. Merci, mon commandant. Beaucoup de force pour demain. Que Dieu te soutienne. Non, merci. Bonsoir. Oui, grand frère. Ah, tu te souviens du comment on a bourré au CST pour mettre les gens dans la rue. Absolument. Et avant, 48 heures avant le jour, on se rassemble à la radio, les gens depuis, c'est du boom. Hein? Quand on se rassemble là-bas, le lendemain ou le surlendemain, il y a des centaines de milliers de personnes dans les rues. Voilà. Sacré boulot. Donc comme vous venez de l'entendre, très souvent, quand vous voyez des événements publics comme ça, il y a des gens qui sont souterrains et qui font le travail, qui ne cherchent pas la gloire, qui, eux, ils ne veulent que la libération de la terre de nos aïeux. Qui, parmi les Togolais, savaient que les événements là avaient des gens, comment on dit, dans le sous-sol. Il y a François Bocor, il y a Olivier Amar, il y a Ferdinand Haïté, les autres. Qui savait ça? Eux, ils étaient en cachette. Mais où est le boursier? Dès que c'est à bouler d'hier, donc il doit y aller. Il faut prendre d'humilité pour chacun. Avec les gens du bédo et l'humilité à moi dafo et du bédo tombe. Non du bédo amalola critiquer amalola kafo. Mu America gareme, mu nyito mvana ne pipa nyemeko mu le jole New Jersey, vale Washington DC. Nyon le chite kaka na ile bonye. Keva na ile bonye. Critique là Obama ko ile critiquer bonye. Obama ko ile critiquer nya bonye kaka mi veru. Nyito na ipolo. Et quand tu es au Nigeria, amalola critiquer au Eba amalola critiquer. Quand tu es dans le domaine public, c'est comme ça. Et Obama, c'était un professeur de droit à Harvard University, la plus prestigieuse université du monde. Votre président, Amouro le muscle pas, vous zounez. Amouro le poste politique, vous zounez, vous critiquez. Donc, Togoto, et sans que me dira tu vois, Togoye que me dira tu vois. Nous va amener quasi pièce soit. Améro la nyabena, Amoura critiquer, Amouro la kafoui. Culte de la personnalité. Que mi on est à Demavaïa, mi va sonner Jésus Olympio, mi va sonner Améroa, Mba le Togo Vivio. Ça c'est fini, ça appartient au passé. Ça appartient au passé. Nous voulons développer notre pays. L'obstacle qui est devant nous, c'est M. Fonia Singbe qui est déclaré comme illégitime et illégal. Faisons tout pour le pousser dehors afin que nous puissions construire un nouveau pays dans lequel le lait et le miel couleront pour le peuple. De Senkassé jusqu'à Tchankasé, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Et ce problème d'ethnie, nous n'en voulons pas. Nous sommes Togolais. Il a plu à Dieu de mettre plus de 42 ethnies dans ce petit territoire. Et chaque ethnie est pour nous une richesse. Quand je vois les Kabyles dans ça, il y a 1 an, 2 ans, moi je ne vais plus dans les fêtes des Togolais. Il y a 2 ans, je suis allé dans une fête des Togolais ici. On dansait jusqu'à un moment, on a commencé à danser et on a commencé à jouer le camou. Mais il fallait voir comment on a coupé les arbres, on a coupé les herbes et on dansait, ça rigolait, ça chantait. C'était la joie. C'est comme ça, nous les Togolais. On n'a pas de problème entre nous les ethnies. C'est ce régime qui essaie toujours de manipuler les ethnies les unes contre les autres chaque fois qu'il est en difficulté. Et donc, éviter ces problèmes-là. Nous n'en avons pas et nous n'en voulons pas. Soyons ensemble pour la libération de la terre de nos aïeux. Maintenant, qui veut parler? Y aller, mais avant de partir, comme je me suis retrouvé sur le panel avec notre grand frère Olivier, je voulais quand même lui rendre un petit hommage parce que, vous savez, Olivier, le commandant Olivier nous a connus quand ils étaient déjà en prison. C'est quand ils étaient arrêtés dans l'affaire Pachanyasibé que nous avons pris leur défense, alors qu'on ne se connaissait pas, parce qu'on avait estimé que c'est des gens qui étaient victimes d'une certaine injustice. Alors, lorsqu'on a libéré, ils ont été jugés qu'on les a libérés après les avoir
déshabillés pour certains et tout ça, comment vous appelez ça en termes militaires, reformés. Olivier Ama, le commandant Olivier Ama, tout comme certains de ses camarades soldats, aurait pu lui aussi aller demander pardon pour regagner l'armée ou se reconvertir à quelque chose. D'autres l'ont fait. Mais lui, il s'est immédiatement engagé aux côtés du peuple dans la lutte. Il a créé Acivito et puis après, il a participé à toutes les organisations qu'on a mis en place et on a fait un sacré boulot au niveau du CST. À la radio parce qu'on utilisait beaucoup la radio pour mobiliser, préparer la mobilisation, tout ça. Jusqu'à ce que il a prononcé cette phrase-là en disant aux militaires d'aller dire la vérité à Faure Gnassingbé, de lui dire de quitter le pouvoir. Et on a pris ça comme un acte séditieux et on s'est lancé à ses trousses. Et sans trahir aucun secret, le jour où le commandant Olivier était traqué, et qu'il devait quitter le Togo pour rejoindre là où il est aujourd'hui. Et je suis parmi l'un des rares personnes qu'il a mis dans la confidence. Et il est venu chez moi tard dans la nuit. Et il aime vraiment les motos. Il avait une grosse moto. Il me dit, Ferdinand, il y a tout le mien. Donc, pour moi, il va pour un peu plus tard. Et c'est comme ça qu'il est parti. Et donc, c'est quelqu'un qui aurait pu choisir aussi le chemin de ses frères d'armes. Une fois qu'ils sont sortis de prison, sont allés demander pardon pour qu'on les retrouve dans certaines activités, certains boulots, tout ça. Et donc, c'est le sacrifice-là que chacun d'entre nous, à son niveau, essaie de faire pour que notre pays retrouve demain un semblant d'un pays normal. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le travail que ces gens ont fait, les risques qu'ils ont pris. Aujourd'hui, il n'a pas vu ses enfants grandir, hein. Tous ces enfants ont grandi sans lui. Ces enfants ont grandi sans lui. Aujourd'hui, il est dehors, ces enfants ont grandi sans lui. Ouais. Et donc, vous voyez, c'est une famille qui se disloque. C'est un drame familial pour beaucoup de gens. Et donc, parfois, quand on finit par lever le ton, c'est à juste titre. Vous voyez, parfois, on accumule beaucoup de colère et parfois, on est obligé de s'éclater un peu pour dire la vérité aux gens. Ça fait mal, mais c'est la réalité. Il y a des gens qui n'ont pas connu ces moments de difficulté, qui n'ont jamais vécu dans les maquis, qui ne se sont jamais vus séparés de leur famille, qui n'ont pas dormi dehors, qui n'ont pas fui pour aller se cacher quelque part, qui n'ont pas connu la prison, qui n'ont pas été véritablement persécutés. Et il y a d'autres qui ont vécu tout ça. Et quand on en parle, c'est parce qu'à un moment donné, on se dit, on déploie tellement d'efforts, on déploie tellement de sacrifices, et on a l'impression qu'il y a certains, ils ne prennent pas la mesure de tout ce sacrifice-là pour aider à ce que la lutte puisse aboutir, quoi. Donc, je voudrais franchement rendre un hommage ici mérité au commandant Olivier. Et bon courage à nous tous. Et il y a des gens qui ont laissé leur vie. Il y a Kawa Tcholi qui se bat aussi, qui a pris la suite de Acivito là-bas, qui fait un travail formidable. Tout ça, c'est des gens qui étaient des soldats qui nous ont rejoints dans la lutte, vous voyez. Et donc, voilà. Merci, je m'arrête là et puis je vais y aller. Bon courage à vous tous et à demain. Merci beaucoup. Romarickson, juste un mot à l'égard de mon jeune frère Direct Ferdinand, le grand combattant, le grand citoyen. Vraiment, je te remercie pour ces mots de réconfort. Et comme il sait tout de moi, et on était des confidents, on a beaucoup travaillé sur les territoires. Lui, il continue aujourd'hui. Il est à la pointe, il est devenu le fer de lance de tout le Togo, toute la résistance togolaise à l'extérieur par rapport aux informations qu'il met sur la toile, où il va, tout ce qu'il fait, les reconnaissances sur le plan international. Ça, c'est le travail d'un grand homme. Voilà. Et je ne suis pas seul, il est là, il y a beaucoup d'autres personnes, mais quand même, moi également, je lui rends hommage.
Parce que du fond de nos prisons, nous écrivions des choses sur des cartons et certains militaires nous aidaient et ça lui arrivait. Et quand ça lui arrive, comme on ne se connaissait pas, hein, moi j'étais au fond de la prison et voilà comment M. Ferdinand nous a aidés. Sur les radios, il n'y avait pas les réseaux sociaux, sur les radios, et pour que au niveau de l'opinion, les gens sachent exactement ce qui se passe. Nos familles se sont confiées, s'étaient confiées à lui. Il a fait des tapages. C'est ce qui a amené Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé était obligé de nous faire un procès tronqué pour essayer de s'en sortir. Voilà, donc ça, c'est tu te rappelles quand les femmes des gens qui ont été arrêtés devaient faire une manifestation à l'ANR. Et devant l'ANR, dans la brousse là-bas, une manifestation spontanée, et j'avais dépêché mon collaborateur qui est à l'international maintenant, Maxime et Domini, pour aller couvrir cette manifestation spontanée à côté de l'ANR, en pleine zone militarisée, et jusqu'à prendre des images. Je pense que on a fait beaucoup, on a énormément fait. Et ce n'est pas le temps de tisser les lauriers ou de faire des trucs. Je ne sais pas tout ce qu'on de notre groupe là, la manière dont on était très actifs, on bravait le danger. Je ne connais pas 2 ou 3 personnes qui ont introduit des tracts dans les casernes, mais moi j'ai fait ça. Vous imaginez? Et vous imaginez que vous introduisez des tracts dans les casernes, si on t'arrêtait, c'est la peine de mort. Mais je ne sais pas si c'est pas naïveté ou c'est pas témérité. Je veux rassurer en disant, Ferdinand, tu te rappelles de la nuit où j'étais réveillé à 23h parce qu'il y avait eu une réunion dans mon village. Exactement. Et cette réunion avait pour but de m'assassiner. Ouais. Et le lendemain, c'était du brouhaha sur les radios. Et c'est ça qui a mis en échec. Les gens qui étaient, ils avaient 48 heures pour m'éliminer. J'étais à la prison de Takpamé. Parce que j'ai voulu soulever l'armée. Pour eux, il faut en finir avec moi. Et c'est M. Ferdinand qui m'a sauvé. Sinon, on voulait exécuter à Takpamé. Le temps de témoignage, donc, le temps de témoignage arrivera un jour. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Allez, merci pour tout. On est ensemble. Je peux faire une motion rapide à M. Ferdinand avant qu'il ne descende, s'il vous plaît. Monsieur Romain, c'est possible? Oui, il n'y a pas de problème. Grand frère Ferdinand, non, merci beaucoup. Avant que vous-même vous n'arriviez là, nous, certaines personnes, ou moi personnellement, je me suis permis de vous faire des éloges, hein, parce que c'est grâce à vous qu'on a beaucoup d'informations. Et je pense que ce que vous et monsieur Che Guevara, pour ne pas citer le commandant, vous avez fait tout à l'heure, nous conforte toujours, nous reconforte en lutte. Monsieur Ferdinand, moi j'ai 2 questions. Vous écoutez la jeunesse, c'est pas comme les autres personnes. En parlant tout à l'heure, je vous ai cité même avant que vous n'arriviez parce que du haut de votre âge, et quelqu'un m'a dit pourquoi je cite l'âge, nous sous épée et nyasi blanc. Et vous nous avez écouté dans le live, je pense que c'est la live de jeudi et le live de vendredi, vous nous avez fait une historique pas possible. Donc merci pour tout ça déjà. Et Togoni Bantola doit être pénami. Mais moi, ma question, et c'est juste une notion bizarre quand même. Pourquoi, quand les syndicats du port se sont mis dans la danse, d'autres syndicats ne sont pas mis dans la danse pour supporter nos frères du port? C'est-à-dire, je veux parler même des syndicats des conducteurs de taxi moto, de voitures et même des syndicats des hôpitaux, parce que eux aussi c'est des gens qui travaillent dans des conditions pas possibles. Et je veux pas citer quelqu'un aujourd'hui, mais à leur tête aujourd'hui on a un monsieur aussi apprécié, et vous savez de qui je parle, un monsieur de la société civile qui est à la tête des syndicats des médecins autres, qui est à la tête des syndicats des médecins autres, qui est à la tête des syndicats des médecins autres. D'autres personnes, on regarde en tout cas l'État recruter d'autres personnes pour faire le travail de nos frères qui sont en grève. Si vous avez des éléments, vous nous répondez. Si vous n'avez pas des éléments, en tout cas, vous le gardez pour votre live.
c'est tout à fait loyal et on vous suivra dimanche. C'est que nous sommes arrivés à un moment donné que tous les syndicats devraient supporter nos frères de la grève. Et encore merci parce que tu as vécu beaucoup de choses et tu nous dis, alors que la jeunesse aujourd'hui, à travers d'autres panels, quand on implore d'autres personnes de venir nous dire ce qui se passe, ils nous parlent de faire des protocoles, d'autres choses. Peut-être moi, je suis un peu mature quand même, mais Novignelo, Balekoro, 25 MB, et d'autres personnes qui sont capables de rentrer dans la rue, comme nous on l'avait fait à l'époque de la mort des Yadémon, on connaissait rien, mais on est rentré parce que nos parents nous disaient ça va pas, on l'a fait. Nous, quand on demande aussi à ces gens-là, ils ne veulent pas nous dire la vérité. Donc voilà, c'est deux petites questions rapides. Il y a des gens qui gardent les informations et la partie syndicat. Merci, monsieur. Non, bon, moi je veux pas être trop long dans le panel parce que je dois laisser les gens parler. D'abord, il faut reconnaître que moi je suis journaliste. Et le travail du journaliste, c'est d'aller chercher l'information. Est-ce qu'on s'entend bien? Moi, je suis journaliste. Le travail du journaliste, c'est d'aller chercher l'information. Quand tu es policier, ton travail, c'est de faire une enquête et d'arrêter des voleurs. Mais comment tu fais ton enquête pour arrêter les voleurs? Est-ce que tu fais de l'immersion? Est-ce que tu y mets des indices? Est-ce que tu infiltres certains milieux? Tu n'as pas besoin de venir expliquer ça. L'essentiel, c'est que tu vas y chercher l'information pour l'opinion. Quand il y a des informations qui sortent de la Maison-Blanche, quand il y a des informations qui sortent de l'Élysée, dans le canard enchaîné, c'est que ça va vers des médias qui sont les plus crédibles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je fais ce que j'ai appris à faire. Et j'avoue que, en toute humilité, que j'ai beaucoup été formé. J'ai été beaucoup formé. C'est-à-dire, je me suis formé énormément pour être, je sais pas, pour faire mieux mon travail. C'est tout. Et donc, parce que j'ai été mieux formé, que je fais bien mon boulot. Il n'y a pas d'informations que je puisse chercher aujourd'hui que je ne peux pas trouver si je mets les méthodes d'investigation pour trouver ces informations-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que je suis formé pour ça. Si je cherche par exemple un document sur le gouvernement togolais et que le gouvernement togolais le cache, alors que ce document-là, je sais que je peux le trouver chez un partenaire et que le partenaire, lui, a l'obligation de publier ce document-là. Si je ne le trouve pas au Togo, je vais le chercher chez le partenaire. Et si moi-même, en tant que journaliste togolais, je ne peux pas le trouver, je peux utiliser des partenaires en investigation, puisque vous savez, nous travaillons avec beaucoup de partenaires. Et il y a certains partenaires avec qui nous travaillons qui ont des méthodes encore plus élevées que nous. Si je cherche ce document-là, le partenaire, lui, peut le trouver et me l'envoyer. Ça, je vous donne quelques éléments, quelques pistes qui montrent comment nous travaillons, par exemple. Vous voyez, je peux demander, par exemple, à des gens qui sont hyper formés, qui sont à la tête de certaines structures d'investigation dans le monde, de me trouver un document que je n'arrive pas à trouver au Togo, mais qui peut me le trouver dans les histoires du FMI, qui peut me le trouver dans le fichier de FBI, qui peut me le trouver dans le fichier d'Interpol, qui peut me le trouver dans le fichier de la DEA. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est un travail de réseautage. Et quand vous maîtrisez très bien ce travail de réseautage, il n'y a rien qui puisse vous échapper. Nous avons par exemple un système qui nous permet par exemple de remonter les pistes de toutes les armes que les pays achètent. Si je sors un dossier comme ça demain, on va dire, ah, qui lui a donné l'information? Alors que ça, c'est mon travail. Parce que celui qui n'est pas formé, il ne sait pas que ce système-là existe. Il y a des sites internet, il y a c'est pas des sites, il y a un système qui permet de retrouver toutes les armes que le Togo a achetées depuis l'indépendance, par exemple. C'est comme ça que, avant de faire la guerre, on sait que la Russie a telle arme, l'Iran a telle arme, la Chine a telle arme, ceci a telle arme. Mais quand vous voyez les spécialistes militaires, ils viennent sur les médias pour commenter la guerre. Ils disent que ce pays a tel missile, ils ont tel nombre. Ce pays a telle arme, ils ont tel nombre. Mais c'est parce que
toutes les armes qui sont vendues dans le monde sont renseignées, en dehors de tous ceux qui rentrent dans le trafic et tout ça. Ils sont renseignés. Et donc, c'est des méthodes d'investigation qu'on apprend aujourd'hui. Ça va encore plus vite avec le numérique. L'investigation numérique aujourd'hui, ça va très vite. Parce que il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font sur le numérique. Et quand il y a quelque chose qui est sur le numérique, il y a des traces qui sont laissées. Automatiquement, il y a des traces qui sont laissées. Donc, il y a 1000 manières de retrouver ces documents, ces instruments, ces rapports, ces achats d'armes et tout. Parce que les armes, quand on les achète, il ne faut pas des idobos pour arriver dans un pays. Si aujourd'hui, je veux connaître le nombre de bateaux qui vont stationner au port autonome de Lomé, je vais les traquer un à un. J'ai un logiciel pour suivre les bateaux qui arrivent au port autonome de Lomé. C'est comme, vous vous rappelez que sur Facebook, j'ai sorti ces logiciels-là pour traquer les avions de Ford. Bon, après j'ai laissé tomber, il y a d'autres qui ont repris ça. Je traquais les avions de Ford tous les jours. C'est pas quelqu'un qui me dit que Ford a décollé, mais j'ai un logiciel qui me permet de savoir qu'à tel moment, tel avion a décollé de l'aéroport de Lomé en telle direction. Je peux suivre l'avion. Aujourd'hui, c'est aussi facile de suivre un avion qui quitte Paris pour descendre à Lomé. Il y a des logiciels pour ça, de tracking de l'avion. Mais il y a d'autres logiciels plus poussés qui permettent aux journalistes de savoir l'avion là. Peut-être qu'il a coupé même le transbordeur pour passer inaperçu. Peut-être qu'il a atterri quelque part, il s'est ravitaillé quelque part. C'est quel genre d'avion, en quelle année l'avion a été fabriqué, qu'est-ce que cet avion a souvent transporté et tout ça. Ça permet d'avoir des éléments d'analyse. Tout ça, c'est une formation qu'il faut avoir. C'est l'école, hein, ça c'est notre domaine, vous voyez. Et donc, des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, ils racontent des histoires pour raconter n'importe quoi. Et puis quand tu es spécialiste, tu regardes ça, tu ris, tu dis bon, voilà un ignorant qui ne sait pas de quoi il raconte. Il sait pas ce qu'il raconte. Donc, quand nous avons décroché des prix un peu partout dans le monde, c'est à la hauteur du travail qu'on a fait. Je ne sais pas si vous voyez. Et si on décroche des prix dans le monde, c'est à la hauteur du travail qu'on a fait. Déjà, on a fait les plus grandes enquêtes dans le monde. Les Panama Papers, avec les African Leaks et tout ça. C'est des enquêtes qu'on a fait avec les grands médias du monde. Avec New York Times, Le Monde, des Bild, qu'on appelle en Allemagne et tout ça. Voilà. Donc, tout ça, ce sont nos partenaires de travail. On se retrouve parfois dans les mêmes groupes, on affine nos connaissances parce que notre milieu, c'est un milieu qui évolue tous les jours. Donc, on fait des mises à jour de connaissances tous les jours pour savoir telle information, comment on peut l'avoir, telle information, comment on peut l'avoir, ici, comment on peut l'avoir, ici, comment on peut l'avoir, ici, comment on peut l'avoir. Ça, c'est notre travail. C'est pour ça qu'on est formé. Donc, chacun fait ce qu'il sait faire. Je sais pas si vous voyez. Et donc, quand tu ne connais pas un milieu, tu ne viens pas donner des leçons aux spécialistes de ce milieu. Moi, je connais rien au football. Je vais pas aller donner des leçons à ceux qui jouent au football. Je connais rien, c'est pas en économie. Je vais pas me mettre à faire des débats avec ceux qui sont des spécialistes en économie. Sinon, tu vas te faire ridiculiser. Mais si tu rentres dans le domaine des sciences sociales, là où j'ai étudié l'histoire, les relations internationales, la politique, les sciences politiques, la sociologie, l'anthropologie, je suis capable de te dire que ça, c'est comme ça. Maintenant, quand tu arrives dans le journalisme, avec mes plus de 20 ans d'expérience, je peux te dire que voilà ce que je peux faire dans ce milieu-là. Et ça, beaucoup l'ignorent, vous voyez. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les secrets professionnels ici. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Maintenant, pourquoi les gens n'ont pas rejoint les dockers spontanément? Vous savez, il n'y a pas de spontanéité. Hein. Il faut préparer tout ça. Les dockers, ils sont partis en grève. Mais s'ils n'ont pas, à la base, fait un travail avec les autres syndicats ne peuvent pas les rejoindre immédiatement. Donc, saluons déjà le fait que ces jeunes courageux-là, ces dockers-là, ils ont eu le courage de braver les menaces et ils ont paralysé une partie du port autonome de Lomé, ne serait-ce qu'une seule journée.
où ils n'ont pas déchargé de marchandises. C'est déjà quelque chose. Et il y a ceux de Ouassem aussi qui se battent pour ça. Notre souhait, c'est que d'autres secteurs qui sont également victimes des mêmes injustices, comme la zone franche, comme parfois les étudiants, comme, je sais pas, les étudiants, comme les chauffeurs de taxi par rapport à l'augmentation de carburant, ou le milieu médical, ou les enseignants, que eux-mêmes aussi, secteur par secteur, les gens prennent conscience et disent non quand leurs droits sont bafoués. Et c'est tout ça un jour qui va constituer un mouvement d'ensemble pour le pays. Donc voilà la réponse que je peux apporter à votre préoccupation. Donc il ne faut incriminer personne. Les dockers ont fait leur part. Voilà. Et si d'autres secteurs sont aussi suffisamment étouffés, ils vont réagir. Donc on verra bien. Donc là, je vais y aller maintenant. Merci. Ro, merci beaucoup. Les gens d'arriver, je vais les laisser de la suite pour animer le panel. Moi, je vais aller préparer mes petits papiers pour demain. Vous savez que les lives de dimanche, c'est un long boulot là qu'il faut faire avant le live. C'est tout un travail qu'il faut faire avec mes équipes. Je rappelle que j'ai une dizaine de journalistes. Hein. Je travaille avec une dizaine de journalistes depuis Lomé jusqu'en France ici et aux États-Unis. Et donc c'est toute cette équipe là qui travaille. Et donc moi je ne suis que la face visible de cette équipe là. Hein. Donc c'est un travail qui se fait en groupe et ce sont des gens qui sont payés chaque fin du mois quoi pour le travail qu'ils font. Donc voilà. Merci et bonne suite du live. Merci beaucoup, président. Allez. Ouais, Il ne faut pas m'en vouloir. Il y a des panélistes. Les panélistes d'aujourd'hui, dans les jeunes fait partie des panélistes d'aujourd'hui. Il est un peu en retard. Permettez-moi de lui donner la parole après Ferdinand. Bonjour Romain Rickson, bonjour EDC, Blackstar. Vraiment, pardonnez-moi pour mon retard, j'ai eu un imprévu qui a fait que ce n'est que maintenant que j'ai pu me libérer. Alors, aujourd'hui, le sujet que nous traitons, c'est celui de la révolution. Parce que depuis fort longtemps, dans notre pays, ça... Oui, oui. Excuse-moi de te couper. Monsieur Romarisson, ma entendu bien d'autres sujets révolution, mais proprement dit. Monsieur Romarisson. Oui, t'écoute. Binare, ma entendu bien d'autres révolution, mais proprement dit. Puisque moi, ce que je voulais dire n'a pas forcément lien avec ça. Ok, tu peux dire. Allez-y. Bien, mais merci les gens. Bon, et grand frère, bonsoir, et grand frère Romarisson, bonsoir tout le chacun de vous. Bon, je vais dans un premier temps saluer tout un chacun de vous. En effet, je me suis permis de faire la demande ce soir, car après avoir exposé les moyens de déchoir fort de son pouvoir qu'il croit l'appartenir, monsieur Romarisson, vous avez oublié de mettre en lumière le seul moyen conventionnel que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire l'arrêt de la CEDEAO. Et après la violation justement de l'article 23 de la CADES, et nous, Togolais, devons travailler pour justement mettre en application les conséquences de cette violation-là. Bon, je ne voulais pas communiquer là-dessus. Et aussi, je voulais aussi nous inviter, nous, Togolais, à revoir l'émission d'il y a 72 heures de M. Avoulété, et qui, selon moi, est très fondamentale. Parce qu'on a eu la chance d'avoir justement les représentants du cadre national de concertation qui se sont exprimés, qui ont balayé de revers de main une quelconque organisation des élections dans le territoire togolais. Donc voilà. Bon, et je pense que on doit beaucoup communiquer sur justement comment devons-nous justement travailler en tant que Togolais pour justement mettre en application les conséquences de la violation de l'article 23 de la CADES. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais justement vous le mettre dans vos prochains... le mettre, voilà, vous le dire et de justement communiquer un peu là-dessus pour que nous, Togolais, nous puissions savoir que c'est à nous justement de faire ce qu'il faut pour justement mettre la pression populaire à ces dirigeants qui sont
qui sont pas légales, pour ne pas dire illégitimes. Donc voilà, bon, c'est tout ce que je voulais apporter avant que justement aller dans les détails pour tout ce qui est révolution populaire. Merci. Merci beaucoup pour la participation. Donc tu peux rester en ligne et tapoter et nous soutenir. Merci. Là, les gens, tu as la parole. Oui. Bonjour tout le monde, bonsoir. Alors, tout à l'heure, j'avais commencé mon introduction en disant que ce soir, nous parlons de révolution. Une méthode que nous avons vue utilisée dans plusieurs pays, dans le monde. La révolution, c'est quelque chose que, dans le cas de Togo, nous n'avons jamais, et je le répète encore une fois, jamais, au plus grand jamais, essayé. Jamais. On n'a jamais fait de révolution au Togo. Quand je dis une révolution, c'est surtout cette méthode-là, que le peuple souverain utilise pour renverser la table, pour remettre les compteurs à zéro. Cette méthode-là, on ne l'a jamais utilisée. Dans le cas Togo, il y a eu plusieurs soulèvements populaires. Il y en a eu plusieurs, mais qui n'ont jamais débouché sur une révolution. Un véritable changement systémique. Un changement qui vient rétablir l'ordre, qui vient réécrire l'histoire du Togo. Donc c'est très important de le rappeler. La révolution, une révolution, comment faire une révolution, c'est quelque chose que nous, certaines personnes, nous avons pris le temps d'aller apprendre. Parce que malheureusement, on ne peut pas aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas et attendre que ces choses-là se fassent d'elles-mêmes, comme certaines personnes ne pensent. Parce qu'au début, dans nos débats, beaucoup de gens ont l'habitude de dire que une révolution ne se décrète pas, elle arrive. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses dans notre communauté. C'est parce que les gens ne connaissaient pas véritablement comment les gens préparent des révolutions. Comment on fait en sorte que d'un meeting, d'une grève, d'une simple grève ou d'un simple événement, d'un fait de société, ça puisse déboucher vers une révolution. Mais quand vous questionnez un peu l'histoire, vous verrez que quand vous avez des indicateurs dans un pays qui sont en rouge, des indicateurs qui nous permettent de voir qu'il est possible de faire une révolution dans ce pays-là, et que nous voyons des événements pouvant conduire à cette révolution, et que nous-mêmes, nous activistes, nous citoyens engagés, nous ne sommes pas prêts à pouvoir faire en sorte que ces événements se traduisent en révolution, ça fait mal. Moi, franchement, ça me fait mal qu'on rate des occasions. Il y a eu plusieurs occasions qui ont été ratées dans le cas Togo. Plusieurs. Il y a 1 an et demi, 2 ans en arrière, vous avez eu dans un quartier de Lomé de l'acide, une explosion dans un quartier qui a fait que de l'acide a contaminé les sols. Comme on n'était pas organisé, on n'a pas su exploiter cela. Si je remonte encore, il y a eu des marchés brûlés au Togo. Si on était véritablement un groupe révolutionnaire, on aurait pu aussi saisir cette opportunité et en faire des contestations pour que ça puisse déboucher sur une révolution. On ne l'a pas fait. Dans le cas Togo, ce qui n'a pas fonctionné, c'est surtout le fait de laisser les politiques, la politique politicienne, récupérer certains de ces événements.
C'est ça qui fait en général que ça n'a jamais pu aboutir à une révolution. Avant de continuer, je veux juste revenir. Là, hier, on a parlé des piliers de la démocratie. Dans mon introduction, j'avais parlé des piliers de la démocratie. Il y a la souveraineté du peuple, la séparation des pouvoirs, les élections libres et régulières, le respect des libertés fondamentales et le pluralisme politique, l'état de droit et l'égalité. Il y a 6 piliers de la démocratie. Mais quand on prend, parce que hier on a traité les élections libres et régulières, et quand on prend la souveraineté du peuple, vous devez vous poser la question. La souveraineté du peuple, qui comprend le pouvoir, ce pouvoir-là qui vient du citoyen, qui comprend que le peuple peut choisir librement ses dirigeants, qui comprend que les citoyens décident de grandes orientations du pays. Quand vous prenez cette souveraineté du peuple, une fois qu'elle est arrachée à un peuple, on utilise cette souveraineté, parce qu'une fois qu'elle est arrachée du peuple, quand la souveraineté a été confisquée par un tiers, on ne parle plus à ce moment-là de démocratie, mais on parle de dictature. Quand on utilise la souveraineté du peuple, l'outil pour ramener la souveraineté à ce peuple-là, c'est la révolution. Seule la révolution peut ramener la souveraineté à ce peuple, pour permettre à ce peuple-là de pouvoir choisir librement ses dirigeants, de pouvoir décider des grandes orientations du pays. Voilà en quelques mots, juste l'explication rationnelle de ce que c'est et l'outil que c'est la révolution. Je vais m'arrêter là pour l'instant et ensuite on rentrera dans les détails on ira un peu dans l'histoire, on ira un peu sur les méthodes, les moyens pour avoir une révolution dans un pays. Merci. Merci beaucoup. Avant que Edith ne reprenne la parole, je donne la parole à Sami Dey. Nous parlons aujourd'hui de la révolution. Nous avons parlé de l'élection hier et les preuves, la vérité historique a confirmé que l'élection n'est pas la solution du Togo. Donc cette piste, elle est écartée. Il ne reste que 2 pistes. Le coup d'État et la révolution ou bien la révolte populaire. Le coup d'État, c'est les militaires. Puisque nous n'avons pas autorité sur les militaires, on met cette option aussi à l'écart et nous nous concentrons sur la seule option qui est dans notre main, la révolte populaire. La révolte populaire, comme je l'ai dit, c'est un mouvement de transformation profonde de la société. Elle est menée par une masse populaire. Et ça a 2 objectifs. Objectif numéro 1, il faut renverser l'ordre unique qui est établi. Objectif numéro 2, il faut instaurer un ordre politique, économique et social plus juste que celui-là qui a été renversé. Et les actions, il y a le peuple qui descend dans les rues, le peuple peut faire des grèves, le peuple peut faire des manifestations. Il s'agit de la rupture totale. Le système qui a été en place doit être détruit et changé de fond en comble. C'est ce qu'on appelle la rupture avec la dictature. Voilà. Et Sami Dey, tu as la parole. Oui, bonsoir, frères et sœurs, camarades de lutte. Merci de me donner cette opportunité. Je remercie tous les amis qui sont sur la plateforme. Moi, je vais commencer par une observation. Je pense que vous êtes très indulgents parlant de la dictature au Togo. Et je pense que aujourd'hui, on ne peut même plus parler de la dictature. Et nous sommes dans un système totalitaire et qui tend même vers la monarchie. Et parce que je dis, la dictature n'est pas toujours une mauvaise chose. On peut passer par la dictature pour faire un changement profond. Nous avons vu des dictatures éclairées où il s'agissait peut-être de s'emparer tous les leviers du pouvoir pour construire une nation, pour développer une nation, pour refonder une nation. Or, au Togo,
c'est quoi un régime totalitaire ou monarchique? C'est là où vous avez le roi, le monarque qui a droit de vie, qui s'empare de tout avec ses acolytes. Tout à l'heure, quelqu'un parlait, je pense que c'était le commandant qui parlait un peu la période avant la Révolution française, où il y avait ces classes sociales, la noblesse, le clergé. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quoi cette classe sociale aujourd'hui au Togo? C'est cette minorité pieuse qui a tout pris. Donc, pour dire qu'il y a nécessité de la révolution et d'aller vers la révolution. Et pourquoi aller à la révolution? Parce que depuis 60 ans, le Togo a, comme je l'ai dit, un régime totalitaire et ils ont mis ce pays en péril. Vous avez vu aujourd'hui tous les fondamentaux d'une nation, ça n'existe plus au Togo. Et nous sommes face à une menace existentielle. Vous voyez? Donc, on doit absolument aller parce que quand il y a des malvenus, bon, on pouvait encore tolérer, c'était peut-être une petite dictature. Et au fil des ans, nous avons vu comment les choses sont passées. Quand Faure est venu, lui fait pire que son papa. Et les Togolais lui ont donné beaucoup de chance. Comme le disait tout à l'heure la légende, c'est vrai que le Togo n'a pas connu une révolution, mais il y avait les prémices d'une révolution. Je pense que tout à l'heure va développer pourquoi ça n'a pas marché. Mais à chaque fois, le peuple, ou bien bon, peut-être c'est sa classe politique, a donné la chance à cette dictature de survivre. En 90, ça aurait pu aboutir à une révolution. Bon, malheureusement, comme le disait notre frère, la légende, la classe, cette classe, je ne sais pas si c'est pas naïveté, ou bien pas calcul politique, ou bien pas cynisme. On a vu comment c'est passé. En 2017, c'était pareil. Il parlait tout à l'heure des opportunités. Donc, la prédisposition du peuple, comme chaque peuple, parce que dans l'histoire, il n'existe pas de peuple qui puisse subir le totalitarisme sans réagir. C'est ça. Voilà. Donc, le Togolais, à chaque fois, et il y a plusieurs périodes, je ne veux pas quand même, vous connaissez, et même les plus jeunes qui lisent aussi connaissent, les Togolais ont toujours essayé à un certain moment de se lever. Bon, voilà. La légende disait tout à l'heure qu'il va parler. Comment ça se fait? Effectivement, je suis d'accord avec lui quand nous écoutons, les gens disent, ouais, la révolution, ça ne se décrète pas. C'est vrai. La révolution doit être préparée. Et c'est une élite qui la structure. Tout à l'heure, Ferdinand parlait d'aiguillonner les consciences, de déverrouiller les consciences. Mais comment vous pouvez aiguillonner les consciences quand, au préalable, vous ne préparez pas, je parle de la classe politique togolaise, vous n'orientez pas ce peuple. Parce qu'aujourd'hui, la nécessité de la révolution, elle nous est imposée. Vous voyez? Ça va de soi. C'est-à-dire le Togolais est face au mur. On n'a pas d'autres alternatives. Puisque nous avons essayé tout. Les gens parlaient de dialogue, les gens parlaient des élections. Donc aujourd'hui, nous devons aller directement vers cette option. Et c'est pour ça que quand la situation actuelle où nous vivons, où il n'y a pas de clarté dans le discours politique, où les gens ne disent pas clairement, ne tirent pas les leçons de ce qu'est la nature de ce régime. Parce qu'il faut le rappeler que ce régime est un régime violent. Donc, ça dit, ce régime est né de la violence. Et ce régime a une culture de la violence. Et leur conception du pouvoir, c'est la violence. Alors, on n'a pas d'autre choix, à part du moment où nous avons essayé les solutions les plus soft. Voilà, c'était, comme je l'ai dit, participer aux élections, aller au dialogue, essayer de dire que c'est nos frères.
Mais eux, à chaque fois, nous montrent que nous tenons le pouvoir par la force. Et nous avons entendu certains même sortir pour nous dire que si nous voulons le pouvoir, allons aller prendre des armes. Ouais. Et il paraît qu'il y a demain même disait à ses enfants que, je sais qu'il y a demain m'a dit une fois que le pouvoir s'arrache, qu'on prend le pouvoir par la force. Et il aurait même conseillé à ses héritiers que le pouvoir, ça se conserve par la force. Donc, je ne vais pas être trop long, comme il y a un invité. Moi, je voulais juste souligner cette nécessité et nous appeler vraiment à prendre cette option et surtout la classe politique, les élites politiques, à orienter le peuple. Même si on ne peut pas faire la révolution en profondeur, on peut au moins faire le soulèvement populaire. Mais cette fois-ci, il ne faut pas que ce soit comme dans le passé. Si vous prenez 2017, c'est vrai, on n'était pas encore même dans un discours révolutionnaire. À partir du moment où, si vous reprenez les revendications que Tipi avait énumérées, Tipi, bon, on avait parlé des réformes constitutionnelles, on a parlé de la démission, on a dit retour à la constitution de 92. Mais voyez, le contexte actuel, on ne doit même plus revendiquer de ce régime des réformes constitutionnelles, puisque ils ne vont pas le faire, ils ont prouvé qu'ils ne vont pas le faire. Vous voyez, on ne peut même plus exiger, on ne peut même plus demander à ce pouvoir de libérer les prisonniers politiques. Il faut les chasser pour pouvoir libérer et les Togolais qui sont en prison ouverte et ceux qui sont vraiment dans les cachots. Et refonder la nation, ça dit, si nous voulons ramener notre constitution de 92, que le peuple s'était donné souverainement, c'est notre choix. Si nous voulons refonder, créer de nouvelles institutions, c'est le pouvoir du peuple, c'est de la souveraineté de laquelle parlait tout à l'heure la légende. Donc, je vais m'arrêter, peut-être que j'interviendrai encore au cours de cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup Salomon. Il y a Edissé et ensuite Black Star Line. Léandre. Merci beaucoup aux intervenants sur la question de la révolution. Et je crois qu'aujourd'hui, le mot-clé qui circule, c'est la révolution. Organiser le peuple, que le peuple puisse prendre son pouvoir qui lui a été arraché depuis 1963. Et c'est ce travail-là, aujourd'hui, qui s'impose à tous les Togolais. Bon, je vais juste faire une petite nuance, puisque quand j'avais pris la parole, entre-temps, j'avais parlé de révolution. Également, j'ai parlé un peu de ce qui a existé comme révolution au Togo. Effectivement, bon, sans rentrer dans une polémique avec mon ami et frère La Légende, je vais lui dire quand même qu'il y a eu des révolutions au Togo, sauf que ces révolutions n'ont pas eu lieu après les indépendances, elles ont eu lieu avant les indépendances. Voilà, c'est ce rappel que je voulais faire. Il y a eu au moins 2 ou 3 révolutions qui ont eu lieu au Togo pendant la lutte pour les indépendances du Togo. Déjà, le fait que les Togolais, par eux-mêmes, sans armée, parce que les Togolais à l'époque n'avaient même pas d'armée, ont réussi à se libérer du joug colonial, était une révolution. Déjà ça, c'est une révolution. Voilà, j'ai écouté aussi d'autres personnes, pas seulement aujourd'hui, mais à plusieurs reprises, parler de révolution, alors qu'en réalité, la révolution est la conséquence d'une révolte ou d'une insurrection ou d'un mouvement populaire qui a abouti. Quand il n'y a pas d'aboutissement à une insurrection ou à une révolte, il n'y a pas de révolution. Donc la révolution en elle-même n'existe pas au présent, elle n'existe qu'au futur. On ne qualifie que l'action de révolution quand l'insurrection ou la révolte a abouti. Et après les indépendances, il y a eu plusieurs tentatives de révolte qui n'ont pas abouti. Et je crois que c'est à ce niveau-là que je donne raison à La Légende pour dire qu'effectivement, depuis après, il y a plusieurs tentatives de révolte. Oh, je prends le cas que j'ai le plus appris, c'est la révolution des étudiants
avec les équimogues plutôt, avec les équimogues. Et ça, c'est une insurrection estudiantine qui n'a pas marché, qui n'a pas abouti. Où on parle aujourd'hui du MO5, le mouvement du 5 octobre. Donc, c'est des initiatives qui n'ont malheureusement pas abouti. Il y a également, je vais dire quoi, il y a 2017 et 2018 également avec Tiki Achadam, c'est une tentative de révolte qui n'a malheureusement pas abouti également. Mais avant cela, l'une des plus grandes révolutions qui n'est vraiment pas étudiée dans notre pays, mais qui est étudiée dans beaucoup d'autres pays de la sous-région, c'est la révolution des femmes, des femmes de Lomé, qu'on appelle la première révolution urbaine. Et c'est la plus grande révolution en Afrique de l'Ouest, qu'on n'en parle pas souvent. Et donc c'était une révolution qui a marqué les esprits, qui a fait tampon, tache d'huile, au niveau donc de l'implication des femmes dans les affaires politiques d'un État. Et c'est à partir de là que les Nanabès ont pris une ampleur qui a dépassé les frontières togolaises. Et donc ça, par exemple, ça a été une révolution, ça a été une révolte inattendue, qui a été organisée que par les femmes et qui a abouti à la libération donc de ces jeunes-là qui ont été arrêtés. Donc ce sont des leçons que nous apprenons des actions post-indépendance du Togo et qui devraient être peut-être répliquées aujourd'hui en changeant peut-être de tactique parce que les réalités ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et donc il va falloir que nous copions ce qui a marché dans le passé avant les indépendances et ensuite corriger les tentatives de révolte qui ont échoué. Par exemple, la tentative du PNP qui a échoué. On devrait se réunir, bon, c'est une façon de parler, on devrait cogiter sur les erreurs de cette tentative de révolte qui a échoué. Quelles sont les causes de cet échec-là? Comment nous allons le rééditer en améliorant la stratégie? Donc voilà un peu petit à petit comment les réflexions vont monter pour aboutir donc à une action plus concertée, plus coordonnée et mieux organisée. Parce que quand il s'agit du peuple, je l'ai dit dans ma première intervention, quand il s'agit du peuple, aucune force ne peut l'atteindre, ne peut atteindre un peuple qui se lève. Et pour parler de la démocratie, je l'ai définie avant que la légende n'arrive. J'ai défini moi la démocratie comme la démocratie, c'est la réponse aux aspirations profondes d'un peuple. Quand on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, cette définition est ambiguë. Chacun peut l'utiliser à sa manière. Voilà pourquoi aujourd'hui, si je prends le cas des États-Unis, c'est vrai que c'est l'une des plus grandes démocraties, mais qui est contrôlée par les entreprises, par les hommes d'affaires, par les riches, par les stars et autres. Quand ils veulent qu'un sénateur soit élu, ils mettent en œuvre tout ce qu'il faut pour que ce sénateur soit élu et qu'ils puissent porter leur voix à eux et non plus la voix du peuple. Alors qu'on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple et non le pouvoir des businessmen ou le pouvoir des stars ou le pouvoir des riches. Voyez?